Bonsoir, alors moi j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur autant professionnellement que personnellement, c'est donc les enjeux de la naissance respectée. Alors pour commencer, je voudrais vous dire de quoi il s'agit, qu'est-ce que j'entends par la naissance respectée. C'est pas du tout la naissance naturelle, celle qui respecte les lois de la nature, sans péridurale, à la maison, sans intervention médicale. Je suis pas là pour parler de ça. Je vous rassure, c'est pas le retour au Moyen-Âge. Ce soir, en fait, mon propos, c'est pas de dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'accoucher. Il y a autant de façons de mettre au monde un bébé qu'il y a de parents et d'enfants. Depuis que je milite pour le droit à la naissance respectée, je me suis rendu compte à quel point c'est difficile de sensibiliser l'opinion publique à ce sujet. Parce qu'avant d'avoir un enfant ou d'en avoir le projet, on n'est pas très intéressé. Et puis une fois qu'on est enceinte, on court de rendez-vous en rendez-vous. On continue à travailler jusqu'à la fin quasiment. Donc on n'a pas trop le temps de se poser des questions, ou en tout cas de chercher les réponses, même si on s'en pose. Et puis après, la vie reprend avec un bébé en plus, alors là, le temps, on en a encore moins qu'avant. Donc en fait, ça laisse une période assez courte de 9 mois, voire une petite année, où les couples se sentent concernés, curieux, impliqués, et où on arrive à avoir leur attention et attiser leur curiosité. Pourtant, la naissance et l'accouchement devraient intéresser toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'évolution de l'espèce humaine et à l'avenir de l'humanité, comme le disait Michel Audin. Comme le dit toujours. Hein. Michel Audin va très bien. Si c'est enregistré, il ne faudra pas que lui montrer. Pour une petite présentation pour les personnes qui ne connaissent pas, Michel Audin, c'est un grand professeur, gynécologue, obstétricien, chirurgien, qui a été le responsable de la maternité de Pithiviers entre 1962 et 1985. Et depuis les années 60, il étudie les conséquences à plus ou moins long terme sur notre espèce de nos conditions de naissance. Alors pour moi, la naissance respectée, telle que je voulais vous la présenter ce soir, c'est la naissance dans laquelle on respecterait le choix des parents. Alors pour faire des choix, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir de l'information. En France, on croit qu'on a de la chance parce qu'on a le choix, parce qu'on a un système de santé excellent. Et pour autant, tant qu'on n'a pas reçu les vraies informations, on ne peut pas faire de vrais choix. Alors qui reçoit les informations en fait? Et puis qui mérite de les recevoir aussi? Je fais vite hein, parce que vous n'êtes pas loin. Alors, on vit tous dans notre histoire à un moment donné au moins une naissance, la nôtre, ça c'est sûr. Alors je me suis demandé, mais pourquoi dans notre enfance ou dans notre parcours scolaire, pourquoi à un moment donné dans notre vie, on n'apprend pas ce que c'est que le processus physiologique de l'accouchement et de la naissance? Même si la maternité et les bébés, moi, avant d'avoir des enfants, ça ne m'intéressait pas du tout. Je me suis quand même toujours demandé comment c'était possible qu'un bébé puisse sortir de là. Même une fois que c'est fait, je sais qu'on est nombreuses encore à ne pas y croire. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu de nos mères, de nos grands-mères, de nos tantes, de nos voisines? Aujourd'hui, on ne reçoit plus grand-chose. On peut dire qu'on a peur de souffrir, voire de mourir. Et du coup, comme on n'apprend pas comment ça se passe, comme ça ne fait pas partie de l'enseignement, on ne sait pas. Et puis on appréhende les choses et puis on attend que ça vienne. Pourtant, à l'école, on apprend bien la reproduction, la respiration, la digestion, qui sont des processus physiologiques involontaires. Ça veut donc dire que dans ces processus-là, le corps est fait pour se débrouiller tout seul et qu'on ne devrait pas avoir besoin consciemment d'intervenir dessus. Alors, une petite question, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du réflexe d'éjection du fœtus, par exemple? Le réflexe d'éjection du fœtus. En fait, c'est un réflexe involontaire, comme l'espace qui pousse le corps de la femme à expulser le bébé de façon incontrôlable. C'est comme quand on vomit. Sympa la comparaison. Mais en fait, c'est pour vous faire comprendre que physiologiquement, le corps de la femme, il est programmé pour expulser le bébé sans pousser. Mais qui dit aujourd'hui qu'il ne faut pas pousser le bébé à l'extérieur du corps? Vous avez déjà essayé, vous, de digérer juste en disant « faut que je digère, faut que je digère, faut que je digère » et bien ça ne marche pas. Et bien pour avoir un bébé, c'est pareil.
Donc en fait, quand on s'apprête à donner naissance, de quelles informations avons-nous besoin? J'ai fait une petite liste et je vais vous les exposer. Il y a 7 points, 7 informations et quels sont nos droits pour les soutenir et les défendre. Parce qu'une fois qu'on a reçu l'information, il s'agit de pouvoir défendre notre point de vue. Donc les 7 domaines d'information fondamentales pour moi sont 1. Le déroulement physiologique de la grossesse. Comment, par qui, pourquoi faire suivre la grossesse et est-ce que c'est nécessaire et indispensable. Deuxièmement, le mécanisme de l'accouchement et de la naissance. Du coup, le processus complexe physique, hormonal, chimique, psychique et mécanique. Troisièmement, ce qu'on appelle les besoins de base de la femme qui accouche. Donc ça, c'est un terme que Michel Audin développe beaucoup dans ses livres et dans les formations qu'il propose, c'est-à-dire de connaître l'environnement favorable au bon déroulement de l'accouchement pour pouvoir le mettre en place et le protéger où qu'on se trouve. Quatrièmement, les différents lieux d'accouchement et leur protocole de prise en charge, même si on n'a pas forcément le choix suivant là où on vit. Cinquièmement, les indications et les conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, des interventions médicales. Qu'est-ce qui se passe si on procède à telle ou telle intervention et qu'est-ce qui se passe si on n'y procède pas? Sixièmement, les recommandations de la HAS, qui est la Haute Autorité de Santé, et de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Je pense que c'est important de connaître les recommandations françaises et internationales qui permettent d'apprendre, par exemple, que la durée de grossesse, c'est pas la même si on habite en France, en Angleterre ou en Belgique. Ça permet quand même d'avoir un autre regard et du coup de pouvoir se positionner. Et puis enfin, septièmement, la loi Kouchner sur le consentement libre et éclairé et la charte du patient hospitalisé. Donc pour faire très court, la loi Kouchner, elle date du 4 mars 2002 et elle dit: aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Et ce consentement peut être retiré à tout moment. Ça veut dire que le droit des patients en France, c'est d'avoir de l'information, de dire je suis d'accord et d'avoir le droit de changer d'avis. Voilà, donc l'accès à toutes ces informations permet aux parents et aux femmes de faire des choix, d'être véritablement acteurs de leur accouchement et d'accompagner la naissance de leur enfant. Ce qui est déjà en soi une reconnaissance de leur rôle de parent. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Sans ces informations, on n'a pas la possibilité, on n'a pas d'autre possibilité que de s'en remettre totalement à la médecine. Être acteur de son accouchement, ça ne veut pas dire non plus qu'on doit refuser toute la médicalisation de l'événement. Les progrès médicaux scientifiques de suivi de grossesse, de dépistage, de prise en charge de l'accouchement sont véritablement remarquables, c'est clair. Nous avons la chance de vivre dans un pays où nous avons accès aux soins et à une prise en charge de qualité en cas de besoin. C'est alors là que moi je m'interroge sur la notion de besoin. Parce que la médicalisation de la naissance, aujourd'hui, répond-elle vraiment aux besoins des femmes et des bébés qui naissent? Mais bon, tant que le bébé n'est pas là, c'est le besoin des femmes qui compte. Quelles conséquences possibles sur les générations futures de la rigidité et de la généralisation des protocoles médicaux standardisés, de l'industrialisation de la prise en charge des naissances? À force de vouloir tout sécuriser et avoir pour objectif le risque zéro, est-ce qu'on ne risque pas de corrompre un processus vieux comme le monde? Il y a d'abord les conséquences à l'échelle globale de l'espèce humaine. Donc Michel Audin, comme je le disais tout à l'heure, il a écrit de nombreux livres, de nombreux articles sur ce sujet. Et puis il y a aussi des enjeux à l'échelle de l'individu. C'est pour ça que je vais vite, parce qu'il y a tellement de choses à vous dire. Les nouvelles disciplines comme l'épigénétique nous permettent de savoir aujourd'hui qu'on ne transmet pas seulement notre génome, mais aussi nos caractères acquis. Ça veut donc dire que si la majorité des femmes aujourd'hui n'accouchent plus grâce à leurs propres hormones, qu'en sera-t-il dans 50, 100 ans, 200 ans? Est-ce qu'elles auront encore la capacité de les produire, ces hormones-là? Est-ce qu'elles auront encore le choix? Est-ce que l'humanité deviendra-t-elle dépendante à ce point de la médecine, des hormones de synthèse pour faire naître les bébés? Je vais vous parler de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour.
c'est elle qui est déterminante dans le processus physiologique de la naissance, parce que c'est elle qui provoque les contractions de l'utérus, qui permettent la dilatation du col et l'expulsion du bébé. En fait, une fois qu'on sait, qu'on connaît l'environnement favorable d'une femme qui accouche, on sait comment il faut favoriser son environnement. Donc en fait, on va pouvoir mettre en place autour d'elle tout ce qu'il faut. On sait qu'elle doit se sentir en sécurité, à l'abri des regards, dans un environnement chaleureux, intime et bien chauffé. Si ces conditions-là ne sont pas réunies, l'ocytocine n'est pas ou peu sécrétée. Donc le processus peut être ralenti, voire stoppé. Chimiquement, c'est la même chose quand on est amoureux, quand on est attaché à quelqu'un. C'est la même hormone qui entre en compte. Quand on rit, quand on a du plaisir et même quand on a un orgasme. Vous imaginez, vous, avoir un orgasme en salle de naissance? Devant les médecins, sous la lumière, sur les lits médicalisés? Enfin, je veux dire, une fois qu'on a compris que chimiquement il s'agissait de la même chose, ça paraît quand même évident que les conditions autour de la femme qui accouche sont les mauvaises. Enfin bon. Cela est si peu connu et appliqué dans les maternités que bien souvent les accouchements sont longs et difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On intervient et on injecte de l'ocytocine de synthèse. Une fois que l'ocytocine de synthèse, elle est injectée dans le corps de la femme, elle n'en produit plus. Il y a énormément d'accouchements aujourd'hui qui sont déclenchés, beaucoup trop, entre 20 et 30% en France. Et même les femmes qui ont un travail spontané avec un accouchement qui se met en route tout seul, sont la plupart du temps soumises à des injections d'ocytocine pour accélérer le processus parce que c'est trop long. Voilà, c'est pour ça que moi je m'interroge en tout cas sur ce cas précis-là de l'ocytocine. Je pense que je vais sauter des exemples parce que je voulais vous parler du placenta, tout ça, mais bon, c'est pas grave, je reviendrai. Je vais quand même vous parler du cordon parce que c'est important et que c'est l'occasion pour moi de vous passer des petites informations que vous pourrez après transmettre. On sait aujourd'hui que quand on coupe le cordon du bébé, à peine sorti, il y a un tiers du sang du bébé qui est encore dans le placenta. Le placenta, le bébé, c'est un cercle fermé. Et au moment de la naissance, il y a encore un tiers du sang qui est dans le placenta. Ça veut dire qu'on coupe le cordon tout de suite, ça veut dire qu'on prive le bébé de un tiers de son volume sanguin. On sait que si on attend quelques minutes, il y a 75% de ce sang qui repart dans le bébé. Et si on attend que le cordon cesse de battre, tout le sang est repassé dans le bébé avec toutes les cellules souches qui vont faire de lui un individu bien plus costaud pour pouvoir, pour pouvoir combattre les maladies tout au long de sa vie. C'est là l'enjeu, pour moi, qui est fondamental, juste dans ce petit exemple-là. On le sait, ça, en France, puisque les bébés qui naissent prématurément, s'ils ne sont pas en détresse respiratoire, on attend que le cordon ait cessé de battre, parce qu'on sait à quel point c'est fondamental et vital pour les bébés qu'ils aient reçu leurs cellules souches. Alors, pourquoi les autres n'ont pas le droit? C'est en informant les parents qu'on fera en sorte que ça change. C'est quand les parents demanderont que ces choses-là soient respectées, que les professionnels n'auront plus le choix. J'aurais pu aussi vous parler des antibiotiques, hein, mais bon, je passe. On ira voir. Les antibiotiques à l'accouchement, c'est pas automatique, mais presque en fait. Par exemple, il y a le dépistage sur le streptocoque B, à peine il y a une suspicion, on met les femmes sous antibiotiques, ça veut dire que la majorité des bébés naissent aujourd'hui avec une dose d'antibiotiques avant même d'être nés. Alors on parle de résistance aux antibiotiques, mais on ne remet jamais en question ce qui se passe sur la période périnatale, c'est-à-dire le traitement des femmes pendant qu'elles sont enceintes. Au moment de la naissance, si elles rompent la poche des os, on les met sous antibiotiques. Si elles ont une suspicion de streptocoque B, on les met sous antibiotiques. Et je crois qu'il y a entre 70 et 75% des femmes qui, de toute façon, sont positives à ce test. Surtout que, dans d'autres pays, on sait qu'on peut détecter des infections après la naissance et qu'il y a des traitements qui sont possibles. Ça veut dire que c'est juste plus facile, plus pratique et plus sécurisant. C'est pour ça que les protocoles sont faits dans ce sens-là. Donc voilà, je voulais vous dire que les enjeux de l'accouchement et de la naissance vont bien au-delà du jour J, également à l'échelle individuelle. Je reviens sur cette hormone de l'amour, l'ocytocine. Sa sécrétion et sa diffusion durant la période entourant la naissance développent notre capacité à aimer.
Elle permet l'établissement du lien entre la mère et l'enfant. La capacité de la mère à s'occuper de son bébé et à se sentir responsable d'un point de vue psychologique, mais aussi physiologique, dépend de cet équilibre hormonal. On comprend alors que la venue au monde d'un bébé ne se résume pas à un acte médical, que la bonne santé physique de la mère et de l'enfant ne suffit pas. Le vécu psychologique et émotionnel de l'accouchement et de la naissance a un impact important sur chacun des protagonistes de cette aventure. Le bébé, les parents, mais tout l'environnement. Parce que quand il y a une dépression, c'est tout l'environnement de la famille qui est bouleversé. Chaque femme doit être considérée comme capable de mettre au monde un enfant. Partant du principe que son corps n'a pas besoin d'être pris en charge, aidé, coaché, soutenu, enfin il y a tout un vocabulaire comme ça qui est utilisé, ce sont ses choix qui comptent. Et c'est elle qui sait ce dont elle a besoin ou pas. Il en va de sa confiance en elle, de sa légitimité et donc de son avenir en tant que mère. C'est ça pour moi la naissance respectée. C'est le respect de la femme, de son intégrité physique, émotionnelle et de ses choix, quels qu'ils soient. Je vais parler des papas. J'ai encore quelques minutes. Le papa aussi doit être respecté. En fait, s'il est présent et impliqué, il doit être reconnu compétent et légitime pour prendre des décisions. Il mérite de recevoir les mêmes informations que sa femme. Il peut alors défendre les choix qu'il a pris avec elle, en concertation, pour l'accueil de leur enfant. Et de ce fait, quand le père reçoit les mêmes informations que sa femme, il n'y a pas de question à se poser sur la place qu'il doit prendre, qu'il ne doit pas prendre, si c'est facile ou pas facile. Il est père. Dès le début de la grossesse, il est père. Pendant l'accouchement, il est père. Il sait ce qu'il a à faire. Il est plus impuissant et juste témoin en salle de naissance. Il ne peut plus être instrumentalisé. Il est là et il sait pourquoi il est là et il sait quel est son rôle. Du point de vue du bébé, il s'agit de s'interroger sur la façon dont nous souhaitons accueillir notre enfant. Frédéric Leboyer a étudié l'impact des conditions de naissance sur le nouveau-né et c'est grâce à lui qu'on a eu, c'est grâce à son livre « Pour une naissance sans violence » qui était un véritable manifeste pour que les bébés naissent sans traumatisme. Ça fait longtemps maintenant qu'il est sorti ce livre. Il est toujours, je pense, bon de s'y replonger. Reconnaître que la naissance est bien plus que la sortie physique d'un bébé, du ventre, enfin du vagin de sa mère, c'est se rendre compte qu'il s'agit bien là de la naissance d'une mère, d'un père et d'un bébé qui deviendra le citoyen de demain. J'ai une petite citation pour finir. J'en ai deux même. Jacques Gélis disait « L'attitude d'un peuple vis-à-vis de la naissance est révélatrice des valeurs de cette société. » Et Isabelle Brabant, qui est sage-femme québécoise et auteure, affirme que la naissance est une question politique. Sa prise en charge est ce qui façonne notre société de demain. Cela relève d'un débat sociétal avec un enjeu écologique. Voilà, c'est le débat que je voulais ouvrir avec vous ce soir. Et maintenant que je suis lancée, ça peut durer des heures. Merci beaucoup de m'avoir écouté.